Ok, donc je vois qu'on est un peu plus d'une quinzaine, donc on va pouvoir commencer. Donc déjà, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire You Green Experience organisé par le pôle éco-conception. Donc cette série de webinaires You Green Experience, ce sont des interviews de porteurs de projets qui portent des projets qui visent à réduire l'impact environnemental de leurs produits ou de leurs services. Donc dans le cas d'aujourd'hui, ce sera un peu plus un service. Et ces personnes-là témoignent et présentent un peu le déroulement de leur projet. Et donc ces webinaires-là, ils ont pour objectif de vous inspirer et potentiellement que vous aussi, vous commenciez une démarche d'éco-conception. Donc pour ma part, je me présente, je m'appelle Célia Lebrun, je suis ingénieure d'études et de conseil au pôle éco-conception, qui est le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie et qui est soutenu par l'ADEME. Aujourd'hui, on va parler d'un retour d'expérience qui est celui de l'entreprise Chalet Montagne et Tradition, qui est une entreprise spécialisée dans la location de chalets et d'appartements et qui propose aussi en plus des services supplémentaires tels que la restauration ou des activités de conciergerie. Donc aujourd'hui, on va voir comment cette entreprise, elle s'est engagée dans une démarche d'amélioration environnementale et de valorisation de ses actions par l'obtention spécifiquement de l'écolabel européen hébergement touristique. Donc pour ça, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Raphaël Cabuy, qui est le fondateur. Donc bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Pour rappel juste des règles, le webinaire, il est bien enregistré. Vous aurez le replay dans le lien on va vous envoyer un courrier avec le lien de ce webinaire-là. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va plus essayer d'y répondre à la fin de ce webinaire-là. Il y aura 10 minutes de temps qui seront des questions-réponses. Donc, gardez ces questions pour la fin de ce webinaire. Euh, Ce webinaire, il aura lieu un peu sous forme d'interview, donc de questions-réponses. Je poserai des questions à Raphaël qui va du coup nous expliquer un peu la démarche qui a été menée dans son entreprise. Euh, Tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu l'entreprise et le rôle que vous avez eu au sein de ce projet de labellisation et de réduction des impacts environnementaux? Oui, donc bonjour, je m'appelle donc Raphaël. On a une entreprise de location de chalets. C'est de la para-hôtellerie en fait. C'est-à-dire on propose un produit qui comprend donc la location du chalet, le service de demi-pension. Donc les repas sont obligatoires. C'est un petit peu de la chambre d'hôte. Mais par contre, on ne fait pas de nuitée. On fait que de la demi-pension à la semaine ou en court séjour. On propose de la conciergerie, donc forfait de ski. On a la montagne, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on propose forfait de ski, location de VTT l'été, tout ça. Et donc, on a beaucoup de. Ouais, donc, on vend vraiment une prestation tout compris. Ça ressemble plus ou moins au Club Med, mais avec des choses un petit peu plus à taille locale, on va dire. Pour ma part, à la base, donc je suis cuisinier, et puis je suis cuisinier et je suis local dans la station. Donc voilà, on a beaucoup de personnel saisonnier qu'on forme avec nous. Donc tous les chalets ont quelqu'un dans le chalet donc qui fait le service et tout ça. Et on a une cuisine centrale où on produit tous les repas. À la base, moi, donc j'étais en cuisine, voilà, et avec le temps, on a plus ou moins grossi, on a pas mal de personnel, donc ça m'a dégagé pas mal de temps pour lancer des projets, pour faire des choses comme ça. Et on est très, comment dire, on essaye toujours d'améliorer l'outil de travail, d'améliorer les procédures, d'améliorer tout ça. Donc voilà, et puis je suis assez de nature à anticiper les problèmes, donc pour moi, comment dire, l'environnement et tout ça, c'est un problème du futur. Donc, on essaye tout ça de travailler en amont pour créer tout ça. J'ai pas mal de temps maintenant, donc ça permet de mettre en place pas mal de choses sympathiques. Donc, voilà. Ok, donc ça fait un bout de temps que vous pensez à intégrer l'environnement dans vos process, mais récemment, il y a une nouvelle démarche du coup qui est apparue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement qui a un peu plus mené vers le projet précis du coup de labellisation? Ouais, donc moi, comme je vous ai toujours dit, donc je suis très, très basé sur l'anticipation, les choses comme ça. Par contre, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, ce qui est vraiment important, c'est que l'entreprise soit viable sur le plan commercial. Quand elle est viable sur le plan commercial, il faut qu'elle soit viable économiquement, donc qu'on arrive à avoir des coûts qui correspondent à tout ça. Et après, à partir de là, on a pu
développer, améliorer les procédures environnementales. Donc, les procédures environnementales ont toujours été au cœur du projet, mais on a de plus en plus, mis de process en place pour améliorer notre impact, enfin pour réduire notre impact surtout. Pour moi, dans tous les cas, le modèle commercial est le plus important et c'est le modèle commercial qui va permettre de développer de réduire l'impact environnemental, d'améliorer les conditions sociales. Donc, l'environnement, c'est toujours au cœur des procédures. Et c'est pour ça qu'on a décidé, après, donc c'est en sortie de Covid, de mettre en place, de se faire labelliser. Donc voilà, on a obtenu l'écolabel l'année dernière. OK. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, vraiment le processus de labellisation? Comment il est né et quel était son objectif au début, donc au sortir du Covid, quand vous avez commencé à réfléchir à ce processus de labellisation? Ouais, donc à la base, nous, ce qu'on voulait, c'est très difficile de promouvoir auprès de la clientèle parce que j'en reviens toujours à l'objet commercial, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir communiquer auprès de nos clients ce qu'on fait. Et c'est toujours difficile de promouvoir des actions environnementales, de faire comprendre aux clients la raison de la chose, en fait, et puis d'attirer des nouveaux clients Mmh. par la même occasion. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, non, la certification, elle est venue dans cette optique-là à la base, c'est de se dire, voilà, on va faire voir à nos clients ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte aussi que ce qui a vraiment été important, c'est ça a permis d'impliquer encore plus les clients. Les clients qui arrivent, quand ils réservent dans un hébergement écolabel, ils arrivent avec une idée qui est plus portée sur l'environnement aussi, donc ils sont plus faciles à impliquer au cœur du projet. À la base, au niveau de la labellisation, on avait envie je ne connaissais pas du tout l'écolabel comme il est présenté. Donc, à la base, on voulait faire un ISO 14001, donc qui est une des procédures environnementales à mettre en place, ce qui est assez compliqué. On a pris un conseiller environnemental, on a fait un gros travail sur la mise en place du SME, donc des procédures et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte au moment de se faire certifier ISO 14001, on a contacté l'AFNOR et l'AFNOR nous a dit « Ah oui, l'écolabel, c'est beaucoup plus adapté à votre activité. » Et c'est vrai que c'est vrai que l'avantage de l'écolabel, c'est que les critères sont déjà définis, alors que l'ISO 14001, c'est l'entreprise qui doit définir ses critères. Donc OK. voilà. OK, donc vous avez déjà fourni un certain nombre de choses, enfin vous aviez déjà fait un travail de fond, dans le but d'obtenir la certification 14001. Ça vous avez déjà fait un plan d'action et cetera, vous étiez accompagné dessus. Est-ce qu'il y a des choses en plus qui vous ont permis d'avoir cet écolabel et qui vous ont resservi pour avoir cet écolabel? Euh, pour 95% du travail était fait avec l'ISO 14001. En fait, toute la mise en place des procédures. En fait, on s'est rendu compte que toutes les procédures qu'on avait mises en place pour l'ISO 14001, elles correspondaient presque point par point avec les procédures écolabel. Donc, c'était plutôt facile à partir de ce moment-là. De toute façon, l'écolabel, à partir du moment où le système de management environnemental plus le plan d'action est mis en place. Après, c'est uniquement des critères à répondre. Et les critères, en général, nous, on s'est rendu compte qu'on était plutôt avancé. Et d'ailleurs, même au moment de mettre en place l'ISO 14001, il y avait déjà énormément de critères qu'on avait mis en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au moment on a commencé, on a fait notre analyse environnementale. Et ce qui a vraiment pris du temps, c'est la mise en place des capteurs de suivi. Donc, c'est-à-dire d'avoir un meilleur suivi de notre consommation électrique, consommation d'énergie, rejet au niveau des déchets, tout ça, analyse des fournisseurs, ça on va en parler après. Et puis, Mmh. surtout, les choses qui nous impliquent vraiment, on est vraiment porté sur la nourriture. Donc, voilà, amélioration des fournisseurs repas, réduction du gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on a mis en place dans notre SME. OK. D'ailleurs, Est-ce que c'était vous pour moi, j'avais pas spécialement ces compétences. D'ailleurs, le mot SME, j'ai à peu près mis pas mal de temps à le comprendre, en fait, à comprendre ce qu'on voulait dire par là. Et pour moi, c'était impossible sans prendre un cabinet de conseil. Donc, c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup de choses et ça nous a apporté beaucoup de choses au niveau de la réflexion.
OK, et justement au niveau de cette réflexion-là, vous avez, du coup, avec ce cabinet-là, vous avez mis pas mal de choses en place. Je ne sais pas si vous voulez revenir plus en détail sur ce que vous avez fait spécifiquement dans le cadre de l'ISO 14001, puis de l'écolabel, notamment sur tout ce qui va être, fournisseurs et chalets, les critères que vous avez mis. Est-ce que vous voulez un peu détailler, cette partie-là? Ouais, bah là, je vois que je vous avez à l'écran Mmh. l'évaluation fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose que, on a mis en place. Moi, je suis très mathématique. J'aime beaucoup les chiffres et avoir des outils de comparaison qui sont, selon moi, fiables. Donc, ce qu'on a fait pour les fournisseurs, on a mis en place un système de notation de tous nos fournisseurs avec au cœur du projet vraiment la démarche environnementale. Donc, en fait, c'est plus ou moins le diplôme. Ça fait un diplôme pour chaque fournisseur. Donc, on a sa démarche environnementale. Pour chaque critère, en fait, on lui a mis une note de 1 à 5 et on a pondéré ces critères en fonction de leur importance. Par exemple, pour les fournisseurs, on a la démarche environnementale, la qualité des produits ou la conformité de la prestation pour les services, le pourcentage de produits locaux labellisés. Donc ça, c'est vraiment des critères très importants. Après, on a le prix et le rapport qualité-prix qui est important. Et on a aussi, par exemple, le transport. Est-ce que c'est un fournisseur qui livre régulièrement? J'ai plein de messages là, c'est pas bien. Est-ce que j'ai un fournisseur qui livre régulièrement, un fournisseur qui vient que pour moi, un fournisseur de type Amazon où on ne sait pas trop d'où vient le produit. Donc tout ça, ça a permis de noter chaque fournisseur. Donc à partir de tous ces critères-là, chaque fournisseur a une note. Et en fonction de cette note, après, on va la pondérer aussi avec le chiffre d'affaires du fournisseur pour voir son importance dans l'entreprise. Donc, les 3 critères qu'on a sélectionnés, c'est qu'on sélectionne uniquement les 25 fournisseurs plus importants en chiffre d'affaires. On prend aussi la moyenne de tous les fournisseurs qui ont été utilisés pendant l'année. Et j'ai aussi mis une importance sur les produits alimentaires, parce que c'est vraiment au cœur au cœur de la démarche d'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est toutes les années d'aller chercher des nouveaux fournisseurs, d'enlever les moins bons, d'aller chercher des nouveaux pour que la note augmente. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer cette note fournisseur tous les ans. Et c'est vraiment sympa. Ça nous a apporté énormément de nouveaux fournisseurs alimentaires, réduction de promo cash, métro et tout ça avec des produits qu'on ne connaît pas trop. Donc voilà, c'est super intéressant d'aller rencontrer des nouveaux fournisseurs et tout. On n'est pas dans une zone très sympathique au niveau des produits locaux parce qu'on a, en dehors du fromage, on n'a pas grand-chose. Par contre, on arrive vraiment à aller chercher du bio français, qui est vraiment l'objectif de la démarche. Donc voilà, ça c'est pour les fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a aussi mis un système de notation des chalets en interne, pareil, pour pousser. Donc les chalets, on n'est pas propriétaire des logements, donc on loue les logements à des locaux. Et ce système, il permet aussi d'impliquer les locaux pour la rénovation, pour l'amélioration énergétique des chalets et tout ça. Donc, c'est à peu près le même système qu'on a sur les notations des chalets. Et c'est une note aussi qu'on donne au client pour que le client puisse prendre en compte la valeur énergétique de l'hébergement au moment où il va choisir son hébergement. Donc voilà. Et puis le dernier point que je voulais peut-être vous présenter aussi, c'est le gaspillage alimentaire. Donc on est vraiment au cœur du sujet parce on a rejoint cette année le défi anti-gaspi de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est la région Rhône-Alpes qui fait ça. Rhône-Alpes-Auvergne d'ailleurs maintenant. Et puis ça a toujours été au cœur de l'entreprise. En fait, comment fonctionnent nos repas? Donc on a un menu fixe pour tout l'hiver. Tous les lundis, les clients mangent la même chose. Tous les mardis, c'est juste les clients qui changent. Ce n'est pas le menu qui change. Ça permet d'avoir vraiment des recettes. Donc, par exemple, quand on a 102 clients, on va produire 102 repas exactement. Et donc, l'objectif, c'est de réduire le gaspillage parce que c'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment important. On a toujours tendance à croire que les gens vont avoir faim en partant, donc il y a toujours trop à manger au cas où ils ne veulent pas manger. Et donc, ce qu'on a décidé de mettre en place avec l'écolabel, avec l'ISO et l'écolabel, c'est une pesée journalière dans chaque chalet, en fait pas journalière, après chaque repas, on pèse tout le gaspillage alimentaire et ça nous permet à la fin de remonter toutes les données et de produire de l'amélioration. Donc par exemple sur le tableau en bas à gauche, ça c'est les retours de chaque chalet. Donc partout, le chalet a sa balance, il a une bassine où il collecte tout le gaspillage alimentaire
Et tous les soirs, il envoie ses données de la journée, ses pesées. Et donc, ça nous permet de voir en haut à droite, par exemple, quel menu produit le plus de gaspillage alimentaire. Ensuite, on étudie un peu ce que c'est. Par exemple, si tous les lundis, on a beaucoup de gratin dauphinois, on va réduire les quantités de gratin dauphinois, des choses comme ça, pour vraiment arriver, l'objectif, à réduire tout ça. Et ensuite, voilà. Donc, à partir de ça, on va générer des objectifs, on va analyser nos résultats. Et par exemple, cette année, on a changé complètement le système des gâteaux, du goûter pour l'après-midi, pour avoir des portions individuelles. Ça permet que les clients, donc on avait beaucoup de gaspillage parce que les clients, des fois, ils revenaient, des fois, ils ne revenaient pas. Ensuite, le gâteau, il y avait une personne qui attaquait le gâteau et ensuite, il n'était pas réutilisable, quoi. Donc, ça finissait à la poubelle. Donc là, on est passé en portions individuelles. Les clients commandent leur gâteau pour éviter la perte. Et derrière, ça permet aussi, vu qu'ils sont intacts, ceux qui n'ont pas été mangés, ça permet aussi de les donner ou de les manger, voilà, de les donner à des acteurs locaux ou même de les vendre. Pour l'instant, on ne les vend pas, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place. Donc, tous ces outils, ça permet vraiment de réfléchir à comment réduire tout ça. Ok. Donc voilà, c'est un peu des exemples d'actions qui ont été mises en place. Il y en a beaucoup plus, mais là, c'est voilà. OK, donc merci pour tous ces exemples qui ont été mis en place du coup dans le cadre de l'écolabel et aussi du travail préalable avec, du coup la volonté de se faire certifier ISO 14001. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, rapidement quel était, du coup l'apport de cet écolabel? Qu'est-ce qui vous a apporté et aussi si vous avez eu des difficultés particulières à mettre en place, cet écolabel? Ouais, donc l'apport, vraiment pour moi, l'apport, ça n'a pas été une motivation supplémentaire, ça a été vraiment de structurer toute la démarche. En fait, on faisait beaucoup de choses, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses, mais qu'il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune. Des fois, on disait, par exemple, on avait déjà sur le tri sélectif des contrôles de tri et tout ça, mais on n'avait aucun retour à la fin de saison de se dire est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait. Et tout ça, tout l'écolabel a vraiment apporté une structure avec le système de management et tout ça. Et tout est maintenant structuré et puis ça apporte vraiment une nouvelle ouverture d'esprit. C'est-à-dire que cette structuration, on peut l'appliquer à tout, en fait. On n'est pas obligé de se contenter de l'appliquer à l'environnement. On l'applique à la qualité et on l'applique à des choses comme ça. En fait, une entreprise, on se rend compte au final qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur des impressions, sur des ressentis, sur des retours d'employés qui ont eu une impression. Et en fait, vraiment, ce qu'a apporté l'écolabel, c'est de mettre des chiffres sur tout ça, c'est d'avoir des capteurs et de pouvoir prendre les décisions en fonction de faits réels et pas d'impression. Donc c'était pour moi très très important. Par exemple, sur le gaspillage alimentaire, on s'est rendu compte que on avait l'impression qu'il y avait toujours beaucoup de crumble. Le crumble, c'est un plat qui est servi le jeudi soir. Et on avait l'impression qu'il y avait toujours des restes de crumble. Et donc, on réduit la portion, on n'avait pas assez de crumble. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était souvent des retours des équipes le vendredi matin. Et c'est un plat qui était servi le jeudi soir. En fait, le personnel, quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez du gaspillage alimentaire, ils se souviennent uniquement du repas de la veille. Ils ne vont pas se souvenir de toute la semaine. Donc, on a toujours l'impression qu'on est basé on est toujours basé sur des ressentis. On n'est jamais basé. Et depuis qu'on a les pesées, on se rend vraiment compte que tout est cadré et tout ça. Donc, au niveau des limites, vous parliez. Moi, j'ai vraiment le plus gros problème que j'ai eu, c'est qu'on se rend compte que le référentiel écolabel, il est vraiment basé sur l'hôtellerie traditionnelle. Et moi, j'ai beaucoup de critères en fait qui sont assez difficiles à répondre parce c'est pas vraiment de l'hôtellerie traditionnelle avec le buffet de petit déjeuner comme on fait dans l'hôtel et tout ça. Donc ça, c'était voilà. Et puis l'autre limite, c'est que l'écolabel, c'est bien, mais moi, je suis pas encore, moi, je suis plus toujours à aller chercher des nouveautés, à aller essayer d'améliorer les autres choses. Et c'est vrai on sent un peu que faut pas que ça soit une fin en soi, en fait. Il faut quand même réussir à toujours avancer derrière, ce qui est important. Mmh.
Oui, l'écolabel, du coup, vous avez permis de structurer toute une activité, mais en soi, c'est pas les seules actions que vous avez menées. Vous avez continué même au-delà de l'écolabel à mener d'autres actions. Je sais pas si il y a des choses que vous avez menées en plus, que vous voulez aussi partager, qui sont pas forcément inclus aujourd'hui dans le critère écolabel, mais qui participent quand même à l'amélioration environnementale de votre activité? Ouais, ben, comme je vous ai dit, nous, euh, par exemple, l'écolabel n'a pas une grosse enfin, il y a un petit peu sur le gaspillage alimentaire, mais pas autant. Moi, je suis vraiment poussé sur toute la partie nourriture et tout ça. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit, l'écolabel est plus sur de l'hôtellerie. Il y a beaucoup moins sur la restauration, alors que nous, la restauration est vraiment au cœur du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a le défi anti-gaspi, qu'on a tout ça. Après, de toute façon, tous les autres critères, il y a énormément sur la réduction des consommations, sur les consommations d'énergie, les consommations d'eau et tout ça. Et tout ça, on le met en place au fur et à mesure avec des mesures. Le vrai avantage de l'écolabel, c'est que c'est devenu aussi, on se rend compte que la plupart du gaspillage énergétique, par exemple, il vient des clients qui utilisent mal le logement, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on a des jacuzzis. Euh, les jacuzzis, les clients vont aller dans le jacuzzi, ils ne vont pas remettre le couvercle. Et l'avantage de l'écolabel, c'est que ça nous a vraiment permis de dire aux clients, écoutez, c'est vraiment important pour nous, on est labellisé, on vous demande de refermer le couvercle. Et on se rend compte que quand on leur dit, ah, on est labellisé, c'est important pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire passer le message auprès d'eux sur fermer la fenêtre, sur éteindre la lumière. Et c'est pareil au niveau du personnel. Le personnel est beaucoup plus impliqué avec ça, du fait qu'on leur dit que c'est important et que ça représente quelque chose, en fait. On n'est plus dans des actions vides, en fait. Donc, voilà. OK. Et est-ce que du coup, justement, vous avez commencé à parler des apports de l'écolabel qui sont un peu au-delà purement d'avoir la certification? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses comme ça que vous avez pu améliorer, peut-être les conditions de travail? Est-ce que vous avez plus de clients? Ils sont peut-être plus satisfaits? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont vraiment au-delà de purement du gain environnemental que vous avez pu atteindre au-delà par cette certification et cette démarche? Franchement, ce qui m'a vraiment le plus apporté à titre personnel au niveau de l'écolabel, au niveau de la démarche environnementale, c'est vraiment cette structuration. En fait, on applique vraiment ça à beaucoup de secteurs de l'entreprise, à la qualité, à la satisfaction client. En fait, la satisfaction client, avant, on faisait une enquête et puis on relevait 4-5 points. Et voilà. Et maintenant, on a vraiment cette idée. On va analyser beaucoup mieux tous les ans. On va faire des vraies revues de direction sur l'analyse de satisfaction client. À partir de là, on va avoir beaucoup plus de données parce qu'on s'est beaucoup plus impliqué pour avoir des données. Et après, ça va nous permettre de vraiment avoir un vrai plan d'action pour améliorer tout ça. Et on va analyser à l'année d'après les résultats, voir si les améliorations sont positives, voir s'il y a vraiment de l'amélioration sur tout ça. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Ça a été vraiment la structure, la démarche. Après, au niveau des résultats clients et tout ça, au niveau des résultats clients, il y a toujours une partie de clients qui n'est pas du tout impliquée. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce que je veux dire, les clients d'avant, les clients qui reviennent, il y en a une partie qui sont sensibles, il y en a une partie qui est moins sensible. Après, des nouveaux clients, c'est assez dur à voir parce que c'est pas non plus un label qui est extrêmement connu. Nous, on a énormément de clientèle britannique et c'est pas extrêmement connu. Moi, où je ressens vraiment le plus d'amélioration, c'est sur les procédures, sur l'impact environnemental et sur le personnel. En fait, le personnel, on a énormément de jeunes britanniques, on va dire, comme employés. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont très, très impliqués et c'est des gens qui vont venir travailler chez nous parce que, enfin, qui vont venir. C'est une des raisons qui va vraiment leur dire ah, c'est vraiment bien, c'est des gens qui sont concernés par la démarche. Et c'est vrai qu'au niveau, on le ressent plus au niveau salarié qu'au niveau clientèle, pour l'instant. Voilà. OK. OK et donc bah, merci pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires dans le chat à poser, à Raphaël. Il nous reste du temps pour y répondre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
Déjà peut-être pour lancer le sujet, j'ai peut-être une première question. Est-ce que ça vous a permis aussi d'avoir l'écolabel, d'embarquer potentiellement vos fournisseurs? Vous disiez que vous les notez assez précisément. Est-ce qu'il y en a quelques-uns du coup qui ont pu effectuer des changements, par rapport à votre notation? Ou alors c'est pas une démarche assez encore, globalisée et généralisée pour que vous puissiez, amener ces changements? Ouais, alors, les fournisseurs, c'est donc, déjà les fournisseurs en restauration, personnellement, je trouve que c'est très, très compliqué. Les fournisseurs classiques, les fournisseurs type métro, type, voilà, c'est tous des entreprises, j'ai vraiment l'impression où le critère numéro un pour tout reste le prix. Après, en fonction du prix, on va voir ce qu'on a. Mais vraiment, euh, les fournisseurs alimentaires, ma solution à ça, ça a été d'aller chercher des nouveaux fournisseurs. Ça n'a pas été de changer mes fournisseurs. Parce que, parce que les fournisseurs ne changent pas. Même au niveau des emballages et tout ça, on arrive doucement on a pas mal de fournisseurs en livraison avec des caisses de livraison consignées pour limiter le carton, tout ça. Mais au niveau des fournisseurs, c'est très dur. Sur les fournisseurs de conciergerie, donc les fournisseurs de location de ski, les fournisseurs vraiment qui sont en station, eux, oui, on a pas mal de retours. C'est pareil aussi, c'est plus souvent en changeant de fournisseur qu'on arrive à améliorer le fournisseur plutôt qu'en changeant le fournisseur lui-même. Là, on est en train de travailler énormément sur le transport parce qu'on a beaucoup de navettes qui font l'aéroport, la station, tout ça. Et donc, voilà, on est un groupe aussi, on essaye un peu d'améliorer le train pour aller en station, mais pareil, le fournisseur SNCF est assez dur à À bouger. changer. Donc voilà. OK. Donc juste si je reprends un peu, il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Juste, pour le replay, vous l'aurez bien, avec, la présentation des slides. On vous les transmettra par mail à la fin. Il y avait une question concernant la consommation d'eau. Qu'est-ce que vous avez fait concernant, ce critère-là? Comment vous avez réduit votre consommation d'eau? Alors, la consommation d'eau, donc déjà, on a un gros point de consommation d'eau à la base, c'était les spas, les jacuzzis, parce qu'on était parti à la base sur une idée que l'eau devait être changée régulièrement, tout ça. Et on s'est rendu compte, donc on a fait venir. Donc tout le monde dit qu'il faut changer l'eau régulièrement. Il y en a même qui disent qu'il faut changer l'eau toutes les semaines, enfin entre chaque groupe de clients qu'il faut changer l'eau des spas. Donc en tout, on a 6 spas. Ce n'est pas forcément très bien et une piscine. Donc ce n'est pas forcément très bien, j'en conviens, mais c'est vraiment une demande client et c'est vraiment un apport important. Et en fait, sur le changement d'eau, on s'est rendu compte dans les spas, on a fait venir, on a des analyses bactériennes et tout ça, et on s'est rendu compte que le changement d'eau n'est pas obligatoire, c'est juste un traitement beaucoup plus consciencieux de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, un suivi régulier. Et maintenant, on arrive à avoir des spas où on ne change plus l'eau, en fait. L'eau, elle a un an, l'eau, et elle tient juste avec un traitement de qualité et des contrôles bactériens réguliers. Par exemple, aussi, on consomme beaucoup d'eau dans les spas. C'est parce qu'il y a trop de monde qui va dans les spas, il y a des débordements, il y a des remplissages réguliers l'hiver et tout ça, parce que c'est un peu la foire, quoi. Et on se rend compte que, pareil, avec plus de sensibilisation client et tout ça, on arrive vraiment à réduire ça. Après, au niveau intérieur, oui, on a mis des réducteurs de pression dans les douches, tout ça. Pareil, ça, on partait du principe que c'était un peu un handicap, que les clients aimaient bien avoir, mais c'est vraiment quelque chose qui rentre dans les habitudes. Donc là, on a passé toutes les douches, lavabo et tout ça. On a une moyenne, je crois, de 5 litres et demi 5 litres et demi par minute. Et c'est ce que je crois que l'éco de label demande 6,5 ou 7,5 de mémoire. Enfin, il y a 7,5, il y a 2 paliers. Et là, donc, et on se rend compte que les clients ne se plaignent pas. Donc voilà. Après, OK. et puis un petit peu aussi en cuisine et tout ça, on a pas mal de matériel de qualité qui permet de consommer moins d'eau aussi sur les cuissons, les choses comme ça. OK. Et il y a plusieurs questions aussi que j'aimerais vous poser qui vont un peu ensemble. Il y en a une, c'était, quel était de savoir votre plus gros gain? Est-ce que c'était sur l'eau, sur l'énergie, sur le gaspillage alimentaire et cetera? Et ça va de pair avec, est-ce que vous avez essayé de mesurer vos gains, notamment à travers un bilan carbone ou une ACV, que des peut-être des méthodes d'évaluation environnementale qui donnent des chiffres vraiment de peut-être de kilogrammes de CO2 équivalent? Est-ce que vous avez, pu, percevoir du coup quel était votre impact principal et est-ce que vous avez essayé de mener ces genres d'analyses complémentaires?
Alors, au niveau des gains principaux, sur les consommations, étant donné que c'est vraiment très dur d'avoir des résultats, on a énormément réduit l'eau. On est passé, je crois qu'on a réduit de 30 à 35% en 2 ans la consommation d'eau. Mais ça, enfin, c'était prévisible avec les jacuzzis et tout. On parle de 20, 25. Après, on n'a pas une consommation extravagante non plus. On doit passer à peu près 300 litres, 300 mètres cubes pour 34 personnes à l'année. Donc, c'est pas beaucoup. Mais on a quand même on a réduit ouais, je crois qu'on est passé à 210 mètres cubes ou quelque chose comme ça de mémoire en eau. Après, la consommation électrique, elle n'est pas spécialement intéressante parce que enfin, on est déjà plutôt bien. Je veux dire, tout l'éclairage était Mhm. en LED et on n'a aucun chauffage électrique. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a les jacuzzis où on a un contrôle, mais c'est assez difficile de réduire la consommation électrique. Par contre, ouais, sur la réduction de chauffage, on a installé pas mal on avait déjà mais des systèmes connectés, systèmes de contrôle des vannes thermostatiques connectées pour le chauffage et tout ça. Et ça, ouais, on a bien réduit. Pour l'instant, on est à 10% sur le chauffage et à voir. Où on a vraiment, vraiment des gros résultats, c'est sur le gaspillage alimentaire, euh, voilà, là, on est passé, on a un taux de perte, on est passé de 10 à 8 et là, on est à 6,5 maintenant en pourcentage de mémoire. Donc, Ok, ouais, là, après, tout est, tout est possible, on va dire. ok. Moi, j'ai voulu juste aussi revenir un peu sur la question, ACV, bilan carbone et cetera. Ah Les oui, écolabels, ils sont enfin, vous pouvez répondre à cette question-là, après j'apporterai peut-être une précision aussi complémentaire dessus, mais allez-y si vous avez des éléments sur cette ouais, non, question. c'est quelque chose qu'on n'a pas fait du tout. C'est pas vraiment dans mon. Déjà, on est une structure assez. Comment dire, c'est une habitation individuelle, tout ça, c'est assez dur de. Voilà. Mmh mh. Même au niveau des résultats, c'est vraiment difficile. On a eu le Covid en plus et tout ça, donc on n'a pas vraiment assez de retours. Même pour juger la consommation électrique, c'est vraiment très dur parce que ça dépend quand même énormément de l'occupation des logements. Si on est par nuitée, les années où on fait beaucoup de nuitées, on est bien meilleur que les années où on ne fait pas beaucoup de nuitées. Et si on fait au global, ben c'est l'inverse. On a vraiment du mal à mettre des capteurs vraiment, vraiment pertinents sur des consommations comme ça parce qu'on a une consommation fixe, même quand le logement est fermé, qui est quand même présente et voilà. Donc, et ouais, au niveau de l'empreinte de l'étude et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Et puis, c'est Mmh. pas vraiment quelque chose pour l'instant, qui est dans les tuyaux, on va dire. Ouais et juste au niveau du coup de l'écolabel européen, en fait l'écolabel il est fait avec un consensus de gens qui connaissent les impacts environnementaux principaux, donc là dans ce cas-là de l'hébergement touristique et il est aussi là pour simplifier un peu la démarche pour des gens comme Raphaël qui voudraient réduire leur impact mais sans passer par des bilans carbone ou des ACV qui seraient trop complexes et donc ils mettent des critères qui permettent normalement de réduire les impacts, enfin de cibler vraiment les impacts à réduire sans pour autant avoir refaire toute cette démarche-là. Donc l'écolabel aussi il simplifie un peu. Il fait la synthèse des enjeux environnementaux, il les découpe sous forme de critères et il simplifie vachement la démarche. Voilà, du coup, c'est des choses qui sont complémentaires. On peut refaire un bilan carbone, refaire une ACV pour vraiment spotter quels sont nos points, d'impact environnementaux à réduire. Mais l'écolabel, c'est un peu enfin, c'est un peu faire le travail en double. L'écolabel est aussi là pour ça, et pour poser ces critères de manière un peu plus simplifiée. Hem Il y a 2 autres questions aussi qui ont été posées dans le chat. Il y en a une sur, les clients. Est-ce que vos clients, vous, ils vous ont vu des choses et ils ont pu, apporter des premières pistes de solutions de réduction d'impacts environnementaux? Ouais, donc ça, c'est quelque chose pareil. Donc, l'écolabel impose un questionnaire de satisfaction spécifique à l'écolabel. Et c'est vrai qu'on demande aux clients des retours. Donc, il y a des questions euh, de type est-ce que vous connaissez l'écolabel? Est-ce que ça a influencé votre choix et tout ça? Et ensuite, il y a une question qui est quelles sont vos suggestions? Quels sont les retours et tout ça? Après, c'est vrai que bon, la plupart des retours clients, c'est souvent sur le chauffage, en fait. C'est sur le fait qu'il y a trop de chauffage. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a vraiment du mal sur le chauffage à s'adapter individuellement. C'est quand même des chalets qui ont une grosse inertie et tout ça, surtout avec du chauffage central. Donc, c'est assez dur. Après, on essaye de réduire. Il y a des groupes, en fait, où vous mettez le chauffage
à 20. En général, on est entre 19 et 20 degrés. Vous mettez le chauffage à 20, ils vont dire qu'ils ont trop chaud. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais au niveau des retours clients, on a eu pas mal, on a eu des petits retours sur le tri sélectif parce qu'on n'a pas de poubelle de tri dans les salles de bain, des choses comme ça. Mais des choses qui sont intéressantes, mais bon, oui, on a des retours clients là-dessus, quoi. OK. Ce qui est vraiment important, moi, je trouve, au niveau des clients, c'est vraiment l'implication. Nous, on a une relation particulière avec les clients. Ce n'est pas de l'hôtellerie traditionnelle. Donc, l'employé de chalet, qu'on appelle maître de chalet, il est vraiment au contact, il se tutoie avec les clients, il fait vraiment partie du séjour des clients, un peu dans l'esprit de la chambre d'hôte. Et c'est vrai que où on a le plus de résultats vis-à-vis des clients, c'est sur les consignes. On a vraiment une relation qui permet de donner des consignes. On ne met pas un panneau pour dire il ne faut pas gaspiller la nourriture. On dit au client, on le met en place. On va mettre en place la procédure et au niveau du buffet, par exemple, du buffet de petit déjeuner, on adapte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là avec les clients, c'est la relation qu'on a avec les clients. OK. Il y a aussi une question dans le chat qui a été posée sur le label écotable. Est-ce que vous l'avez envisagé comme une solution? Non, je connais OK. pas, je suis désolé. Mais après, bon, nous, on a, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est assez limité au restaurant. Et donc, mais c'est quelque chose que Mmh. je vais regarder. Je suis très curieux. OK. Je crois aussi c'est limité au restaurant, mais je suis pas sûre. Je le connais de vue, mais je pourrais pas dire ce qu'il y a dedans exactement. Ouais, il me semble que, voilà, nous, on fait pas de restauration extérieure, on n'a pas de carte. C'est vraiment de la demi-pension classique sans client extérieur. OK, donc on a confirmation dans le chat, c'est que pour les restaurants, OK. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement à poser à Raphaël? J'avais peut-être aussi une question éventuellement sur les accompagnements que vous avez pu avoir, enfin les aides extérieures que vous avez pu avoir. Il me semble que vous avez pu être aidé de l'ADEME. Bon, ça a été un peu compliqué, je crois aussi, mais, il y a je sais pas si vous pouvez dire 2 mots sur les dispositifs qui peuvent exister encore pour essayer d'accompagner les gens qui ont la volonté de réduire leur impact environnemental? Ouais, donc voilà, ouais, donc on a eu l'aide tremplin de l'ADEME. En fait, nous, à la base, on avait financé le projet sans aucune aide. L'ISO, il y en avait je crois qu'en tout, entre le conseil et tout ça, il y en avait à peu près pour 12 000 euros. Et c'est quelque chose qu'on avait décidé de mettre en place, où on avait signé les devis. Et à ce moment-là, la personne qui s'occupe de ça, elle se dit, ah, vous savez qu'il y a des aides, machin. Et c'est vrai qu'après, ça a été vite la galère avec l'ADEME Mmh parce que mh. l'ADEME demande à ce que le projet soit pas validé avant de faire la demande, ce que je trouve complètement dans ma tête qui est complètement pas logique, dans la mesure où on n'est pas là pour moi, le financement, il devrait être en soutien, il devrait pas il devrait Mmh pas mh. arriver, voilà. Mais et puis après, on a eu un deuxième problème, c'est que vu qu'on avait fait une demande pour l'ISO 14001, et c'est un autre formulaire de demande pour l'écolabel. Donc voilà, au final ça n'a pas été facile, mais je crois on a eu 5 000 euros d'aide sur un projet qui a coûté voilà, 12 000 euros à la base. Après, par contre, le gros avantage de l'écolabel par rapport à l'ISO 14001, financièrement, c'est que maintenant, le maintien, on en a à peu près, entre le conseil et tout ça, on en a à peu près pour 2 000 euros par an, alors que l'ISO 14001, on serait plus près des 5 à 8 000 euros par an, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de conseils et tout ça. Donc ouais, au final, c'est. Après, ce qui est vraiment, et maintenant j'ai appris ma leçon, c'est qu'avant tout projet, je vais vérifier les aides Mmh mh. disponibles avant de valider le projet, en fait, ce qui est vraiment important sur toutes les demandes d'aide, de toute façon. Mmh mh. Ouais, sur tout ce qui est, tremplin, du coup, c'est, des qui financent des premiers pas éco-conception, mais aussi des labellisations effectivement 14 001 écolabel, donc cette aide-là, elle est toujours en cours jusqu'à la fin de l'année et c'est vrai que par contre, il y a une problématique, c'est qu'il faut effectivement, poser demander l'aide avant de commencer la souscription, ce qui est pas forcément logique, mais vous pouvez encore en profiter jusqu'à la fin de l'année si ce genre de démarche, peut vous intéresser. Hem, il y a d'autres questions dans le chat qui sont arrivées.
Est-ce que vous avez pu modifier la consommation de vos produits d'entretien et si oui, comment vous avez modifié cette consommation-là? Ouais, alors les produits d'entretien, c'est pareil, on a eu pas mal de. On n'a pas eu. À la base, on était très, très mauvais sur les produits d'entretien. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune. Voilà, on était vraiment basé sur quelque chose le moins cher, le plus efficace et le plus nocif, on va dire. On a vraiment eu un gros, gros travail là-dessus. On se rend compte qu'on a pu réduire les consommations, notamment en réduisant la quantité de produits, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui étaient multi-usages et qu'on n'utilisait pas forcément. On a aussi pas mal, on a cherché des nouveaux fournisseurs. Maintenant, on travaille beaucoup avec un fournisseur qui s'appelle La Marque en Moins, qui est très très bien, que des produits, voilà, les tablettes, les pastilles de lave-vaisselle, les choses comme ça. On a des grosses capacités de stockage, donc ça permet d'avoir des bons prix de gros et tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Et puis sur les produits d'accueil aussi, bon, on a toujours travaillé, on a toujours eu de l'oxytane, mais avant on est passé vraiment du petit contenant à la pompe, voilà, au gros contenant avec le remplissage et tout ça. Et c'est vrai que là-dessus, sur les rejets, ça fait une grosse, grosse différence. OK. On avait une question qui concernait aussi du coup l'ISO 14001. C'est quelque chose à laquelle vous avez renoncé? C'était pas enfin, vous aviez déjà l'écolabel, du coup, vous avez jugé pas forcément pertinent d'avoir cette double certification? Bah, en fait, ouais, déjà le coût vous fait Mmh. réfléchir après. La différence de coût, c'est pas le coût de l'ISO 14001, c'est que l'écolabel est vraiment beaucoup moins cher. Et c'est un label enfin, l'ISO 14001 reste quand même un peu industriel comme label dans l'esprit, pas forcément quelque chose qu'on attend à voir sur un hôtel. Et Mmh. puis enfin, ouais, et c'est vraiment, vraiment similaire. C'est-à-dire que nous, tous nos critères qu'on avait mis en place pour l'ISO 14001, c'est des critères qu'on a retrouvés dans l'écolabel. Donc voilà, c'est quelque chose c'est pour ça qu'on n'a pas jugé bon d'avoir les deux, en fait, dans l'esprit. Et c'est vrai que c'est cher. OK. Heu, donc on attend peut-être quelques dernières questions. On va arriver sur la fin, donc déjà merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Raphaël d'avoir présenté, du coup ce retour d'expérience sur la labellisation et sur toutes les autres pistes que vous avez pu mettre en place, dans votre activité. Hésitez surtout pas si vous avez quelques dernières questions. De notre côté, on va vous transmettre du coup le replay du webinaire si vous voulez le revoir, si vous voulez avoir, le PowerPoint. N'hésitez pas aussi, on fait des formations si vous voulez, en connaître plus sur la démarche d'éco-conception, sur les outils, sur l'ACV et cetera. On propose des formations là-dessus, donc c'est tout ça, c'est retrouvé sur notre site. Et on a aussi, des éditions, donc on édite aussi des livres qui sont, des guides sur la démarche ou sur le marketing par exemple ou d'autres choses, sur l'éco-conception de services aussi. Donc n'hésitez pas à consulter notre site et on a aussi, du coup la chaîne YouTube sur lequel vous pouvez retrouver les autres partages d'expériences. Là, c'était le dernier de la saison, donc il n'y en aura pas d'autres avant septembre, mais vous pouvez tous les retrouver du coup sur ce lien-là. Je regarde juste s'il y a quelques dernières questions. Non, il y a pas forcément de dernière question. OK et donc, bah, merci à tous encore une fois d'avoir participé. Merci Raphaël et je vous souhaite du coup une bonne journée et un bon week-end. Merci beaucoup.